Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Observe Actu TV. Quand on parle de l'Iran en Occident, le logiciel médiatique est presque toujours le même, tournant en boucle sanctions économiques, menaces nucléaires, effondrement imminent du régime ou société civile monolithique et soumise. Pourtant, derrière ce rideau de fumée géopolitique et la guerre des narratifs, il y a une réalité organique que la plupart des analystes de salon ignorent ou refusent de voir. L'Iran est aujourd'hui au cœur d'une transition majeure, oscillant entre des tensions régionales à leur comble, une stratégie d'autonomie structurelle et des aspirations sociétales profondes. Comment vit, pense et résiste une société de 90 millions d'habitants coupée du système financier mondial depuis des décennies, mais hyper éduquée, ultra connectée et traversée par des débats féroces? Quel est le véritable impact des pressions extérieures sur un pays qui s'est configuré pour être autodépendant? Pour refuser le double piège de la diabolisation occidentale et du copier-coller de la communication officielle pour chercher la vérité de terrain, nous recevons aujourd'hui Yalda Amrouni, journaliste indépendante, analyste politique et consultante. Vous intervenez régulièrement sur les grands plateaux de télévision pour apporter votre expertise sur le Moyen-Orient, mais surtout, vous posez sur l'Iran un regard lucide, nourri par une connaissance fine des dynamiques intérieures que les caméras occidentales ne captent jamais. Yalda Amrouni, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Zaidi. Je n'étais jamais intervenue à l'extérieur de ma chaîne que je travaille avec laquelle je travaille, c'est-à-dire Presse TV, Oui. avant la guerre. Mais quand la guerre est arrivée, j'ai eu un besoin de devoir exprimer ce qui se passait réellement parce que les mensonges avaient dépassé le bon entendement. Absolument, d'où le rappel nécessaire. Merci pour ce rappel. Donc, l'Iran fait face à un blocus financier unique dans l'histoire moderne, mais aussi à un pilonnage médiatique constant. En Occident, on annonce l'implosion de l'économie iranienne tous les 6 mois. Pourtant, sur place, les usines tournent, les universités sont pleines, la tech locale explose. Ma première question, Yalda Amrouni, comment fonctionne concrètement cette économie de résistance au quotidien? Comment la classe moyenne a-t-elle court-circuité le blocus bancaire international pour continuer à consommer, produire ses propres médicaments, ses voitures, continuer à consommer, produire ses propres médicaments, nous vous entendons. Il faut l'avouer, ça ne s'est pas fait facilement. Moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça y est. Oui, ça y est. Alors, ça ne s'est pas fait facilement, loin de là. Il y a eu beaucoup de pessimisme quant à la survie des capacités économiques de l'Iran par le peuple, parce que tout simplement les informations étaient extrêmement catastrophiques. Ces sanctions n'étaient pas là pour jouer, c'était des sanctions pour asphyxier, comme la loi César en Syrie. Et il y avait la chance que puisse survivre l'Iran à ce genre de sanctions. Je pense qu'aucun économiste n'aurait parié dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est vrai que l'Iran a beaucoup d'intellectuels. L'Iran a également beaucoup de contacts avec l'extérieur de l'Iran, parce que ça a été un pays qui a toujours bougé, que ce soit historiquement, qu'on parle d'il y a 1000 ans ou qu'on parle d'il y a 50 ans ou 70 ans, les Iraniens ont toujours bougé à travers le globe. Et ces relations ont permis de mettre en place des systèmes qui ont toujours dû être remis en état, c'est-à-dire des systèmes B, X, Y, Z étaient mis en place. Le système économique mondial l'avait compris. Ils ont rebloqué. Donc à chaque fois, l'Iran a dû s'adapter, se réadapter, remettre en place de nouveaux systèmes. Et ça a été très compliqué. Mais grâce aux Bazali qu'on appelle les commerçants ici en Iran, grâce également à des mises en place avec ses voisins qui se sont bien passées, parce que je rappelle que l'Iran n'était pas tout le temps en guerre avec ses voisins.
ils ont de bonnes relations depuis assez longtemps maintenant avec un pays comme l'Arménie, comme la Turquie, l'Irak après la guerre. L'Iran-Irak, ça a mis du temps, mais il y a également eu après Daesh de très bonnes relations. Donc, l'Iran, contrairement à ce qu'on a voulu lui donner comme image, n'a pas été un indicateur de trouble dans la région. Ça a même été le contraire. Et les pays comme l'Arménie ou encore l'Irak s'en sont souvenus et ont pu nouer donc des relations commerciales avec l'Iran. Mais comme je vous l'ai dit, chaque fois qu'un système a été mis en place, très vite, il a dû être annulé pour qu'il y ait de nouveaux systèmes. Comme vous allez vous en apercevoir, les sanctions américaines étaient par le ministère des Trésors aux États-Unis, étaient souvent avec de nouvelles listes et de nouveaux noms. Ces listes et ces noms étaient en fait ceux qui permettaient la venue de matériel, la venue de commerce sensible en Iran. Et c'est pour ça que cette liste ne s'est jamais arrêtée, parce que tout simplement, les Iraniens trouvaient toujours des manières pour pouvoir passer les sanctions, et les Américains se faisaient un plaisir pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc ça a été un jeu en permanence, ça a été un savoir-faire en permanence à remettre en cause. La Russie s'est même arrêtée du système iranien, puisque les Russes ne sont pas cachés, ils ont demandé conseil aux Iraniens pour passer outre les sanctions. D'accord. Adaptation en somme. Alors justement, face à cette résilience, j'ai un écho. L'Iran subit Quelles sont les principales formes de propagande utilisées aujourd'hui contre l'Iran et pour distinguer les faits de la désinformation? Alors, vous savez, je vais étonner beaucoup de gens, mais la propagande a très bien fonctionné. La propagande occidentale a très bien fonctionné en Iran. Elle a fait beaucoup de dommages. Les deux dernières grandes manifestations intérieures, ce n'était pas la volonté de changer le vestimentaire de la femme, c'était l'enjeu derrière était beaucoup plus géopolitique. Et les Iraniens se sont fait avoir plusieurs fois, je parle surtout des jeunes. Et encore maintenant, je veux dire, là, cette propagande, elle est vraiment bien placée. Elle utilise les réseaux sociaux, elle utilise des chaînes persanophones qui sont présents depuis le début de la révolution islamique et qui sont là pour défaire tout ce que le gouvernement fait, pour détruire tout ce que le gouvernement fait, pour faire penser que tout ce que le gouvernement peut dire est un mensonge, pour aggraver des situations difficiles afin de mettre en place des situations de panique. Je parle par exemple l'été dernier de l'électricité et de l'eau. On a aggravé la situation en disant qu'il n'y avait pas d'électricité en Iran, alors que l'Iran vend son électricité à l'Irak. L'Iran est même un pays qui aide l'Afghanistan également dans le domaine de l'électricité. Donc, si l'Iran n'avait pas d'électricité, il ne le vendrait pas à des pays limitrophes. Mais c'est vrai qu'en été, étant donné que tout le monde utilise la climatisation, on est face parfois à des 2 heures d'arrêt total de l'électricité dans des précis résidentiels. Mais il suffit que de telles informations soient indiquées pour que les chaînes étrangères ou les réseaux sociaux l'utilisent pour aggraver la situation et pour dire comment le gouvernement iranien ne sait pas du tout gérer la situation électrique dans le pays et que bientôt les Iraniens vont se retrouver sans électricité. Alors tout ça, je vous le dis, ça a très bien fonctionné, mais ce sont les erreurs finalement qui mettent en place ce genre de jeu d'information. Ce sont leurs erreurs qui finalement a permis de faire douter les Iraniens de la véracité des faits. Je parle notamment de la guerre des 12 jours et la guerre du Ramadan qui n'est pas finie, puisque nous sommes juste face à un cessez-le-feu. La guerre, les Américains d'attaquer l'Iran comme ils l'ont fait, qui ont permis de lever le voile et de se dire en fait ce n'était pas des mensonges. L'Iran est capable, l'Iran peut.
l'Iran ne s'est pas effondré. L'Iran a toujours tout ce dont elle a besoin, c'est-à-dire ils se sont aperçus eux-mêmes que les supermarchés étaient pleins, que les médicaments étaient présents, que les médecins travaillaient, que les hôpitaux travaillaient, que la sécurité routière existait. Enfin, rien ne s'est effondré, c'est-à-dire le monde ne s'est pas arrêté au moment des deux guerres. Ah, on vous a perdu un tout petit peu. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Là, ça y est, Si vous vous êtes m'entendez. revenu. Il y a eu une petite coupure, mais ça va. Là, je vous entends à nouveau. Petite coupure, mais ça va. Là, je vous entends à nouveau. Ok. Ce voile de mensonge est tombé pendant le week-end. Tout le monde savait que c'était l'industrie la plus importante militaire au monde et l'Iran a su faire face. Et ça se fait pas par magie. Ça se fait par anticipation. Et ça, comme les Iraniens sont des intellectuels, comme les Iraniens ne sont pas stupides, le QI général ici et non seulement le niveau universitaire ici en général est assez élevé pour que les Iraniens soient capables de comprendre que c'est de l'anticipation et que tout ce qui s'est passé par le passé a permis à ce que l'Iran et surtout son armée régulière et son armée irrégulière puissent y répondre. Alors, si les sanctions économiques les limites structurelles de son économie. Vous savez, il faut être réel dans cette situation. Tout ce qui se dit sur les inflations en Iran sont bien présentes. D'accord ? Il est évident qu'un mensonge est basé surtout sur des faits réels. Un mensonge ne peut pas fonctionner si les faits, elles, ne sont pas basés sur la réalité. L'inflation existe et a toujours existé depuis que je suis en Iran depuis 12 ans. Mais ce que j'ai vu mis en place, c'est que les Iraniens eux-mêmes ont mis en place, c'est-à-dire je parle du peuple iranien, je ne parle pas du gouvernement iranien. Le peuple iranien, pour éviter d'en souffrir un maximum, faisait en sorte que les prix, au bout de quelques mois, revenaient et leur salaire revenait à la normale. C'est-à-dire ils influençaient leur salaire par rapport au prix de la matière première. Donc ça fait qu'il faut environ aux alentours de 6 mois pour qu'en fait le salaire iranien accompagne le prix de l'inflation. Donc les Iraniens souffrent environ 6 mois avant de pouvoir avoir un salaire qui puisse répondre aux conséquences de l'inflation. Donc en fait, un Iranien de base, contrairement à ce qu'on voit en Europe où l'inflation n'a pas changé les salaires ici se modifient par rapport à l'inflation. Donc la souffrance du fait des sanctions et la souffrance économique du fait des enjeux géopolitiques, elle se fait sur du court terme, elle ne se fait pas sur du long terme. D'accord. Alors, l'image de la société iranienne est souvent réduite à des médiatiques figés. Pourtant, quiconque s'intéresse au pays découvre une jeunesse ultra du débat volcanique et un cours de universitaire parmi les plus élevés de la région. Les centres de rigide. Aujourd'hui, la fracture entre la loi et la liberté publique, la liberté publique, la vie publique privée, Alors, c'est vraiment le côté le moins compréhensif de l'Iran, parce que dans le vocabulaire européen, occidental, depuis maintenant plus de 20 ans, le foulard est vu comme un symbole d'obligation. Obligation de la femme, société injuste. Parce que, historiquement parlant, l'Europe a toujours été injuste avec ses femmes. C'est-à-dire que si on regarde bien dans les faits,
historiquement parlant, l'Europe a mis beaucoup de temps pour laisser à la femme le droit de réfléchir par elle-même, le droit d'étudier, le droit de posséder. Mais ce qu'on oublie, c'est que le monde, l'Eurasie, le Moyen-Orient, l'Iran, la Perse, n'a pas l'histoire, n'est pas liée à l'histoire occidentale. La position de la femme que le monde occidental a dans son esprit est très différente ici, en Iran. L'Iran n'a jamais dû besoin de dire si la femme est l'égale de l'homme ou pas. L'Iran n'a jamais dû besoin d'exprimer si la femme sait réfléchir et si ses humeurs et ses capacités mentales en Iran. Donc en fait, le débat n'existe pas. C'est un débat, le débat qui est venu par la suite à cause des réseaux sociaux est un débat importé par l'Occident. La femme a toujours eu une place en Iran, que ce soit avant la révolution ou après la révolution. La seule chose qui a été différenciée, c'est qu'on en a fait du foulard une obligation vestimentaire. Mais ça n'a ni empêché les Iraniennes de s'inscrire à l'université, ça n'a ni empêché les Iraniennes de construire leurs entreprises. Je vous rappelle, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais le nombre de petites entreprises que les Iraniennes dirigent est beaucoup plus importante, je parle des micro-entreprises, beaucoup plus importante que le nombre des hommes, tout simplement parce que ça leur permet aux femmes de travailler de chez soi ou de pouvoir modifier leur emploi du temps selon leurs besoins familiales. Donc, il ne s'est jamais posé la question, est-ce que la femme a le droit de posséder une entreprise? Est-ce que la femme a le droit de posséder une bancaire? Parce que le sujet ne s'est jamais fait. La seule chose qui s'est faite, c'est au niveau vestimentaire, encore une fois. Moi, je sais, pour avoir vérifié ces faits-là, qu'il y avait des médecins avant la Révolution femmes et il y a eu des médecins après la Révolution femmes. C'est-à-dire, techniquement parlant, aucune situation n'a changé. Bien entendu, nous avons le côté culturel. Alors, vous allez me dire, il y a des faits divers rapportés par tel ou tel journaux, mais ce sont ce qu'on appelle des faits divers. Ce sont des choses dramatiques qui peuvent arriver parce que telle famille pense ainsi culturellement ou parce que telle famille, du même fait qu'un fait divers en Europe, où un homme macho décide de penser qu'il a le droit de frapper sa femme. En Iran, nous avons des faits divers également qui ont existé et qui existent, mais qui ne sont pas dus à cause d'une loi étatique qui dit Coupure. Souvent les jeunes, c'est souvent ceux imprégnés du monde occidental. Et elle dit finalement l'histoire se limite à alors je ne sais pas si vous m'entendez. Alors l'histoire Oui. se limite finalement qu'à un tissu vestimentaire. Et c'est ça qui est très dommageable parce que le droit de la femme, les suffragettes, l'histoire de la femme dans le monde occidental ne s'est fait à cause d'un tissu. Elle s'est faite parce que la femme n'avait pas le droit d'étudier, n'avait pas le droit de travailler, n'avait pas le droit de s'exprimer. Elle devait s'exprimer au nom de son mari, de se gérer son héritage. Ce n'est pas la question du débat ici en Iran. Le débat se limite vraiment à une situation vestimentaire, puisque, comme je l'ai dit, les femmes travaillent, elles ont travaillé après la Révolution, avant la Révolution, après. Historiquement parlant, les femmes, ici, elles étaient plus protégées par les hommes, c'est un fait. Donc, les femmes qui ont commencé à travailler ont surtout commencé à travailler après la Révolution, en fait, techniquement. Parce qu'avant la Révolution, la femme, elle devait s'occuper de son foyer parce qu'il n'y avait pas tous les produits ménagers qui existent aujourd'hui qui facilitent la vie de la femme.
fallait quelqu'un à la maison, il fallait quelqu'un à l'extérieur. Ça s'est fait d'une manière parce que la femme, le monde moderne est arrivé, les machines à laver, etc. Et la femme, elle a commencé tout simplement à vouloir à l'extérieur de la même manière que ça s'est fait en Occident. Donc, il n'y a jamais eu de débat. Est-ce que la femme doit rester à la maison ou est-ce que la femme doit aller à l'extérieur? Elle s'est faite de la même manière que le monde moderne s'est imprégné dans notre mode de vie. Et comment définiriez-vous cette jeunesse dans ses aspirations et ses débats internes? Vous n'avez pas entendu ma question. Bon, je rappelle aux auditeurs quand même que nous sommes en direct. Normal, et qui doit se faire de manière normale. Vous avez entendu ma question? C'est bon pour la jeunesse? Vous avez entendu ma question? C'est bon pour la... C'est un débat qui doit se faire de manière normale. C'est logique que de tels débats. Le problème dans votre question, c'est qu'ils sont réutilisés en faisant croire à des jeunes qu'ils souffrent. Ils souffrent réellement, c'est-à-dire on parle à ces jeunes, ils ont l'impression de vivre un enfer. Et quand, moi honnêtement, je leur propose d'aller en Europe, c'est-à-dire, étant donné que moi je suis française, je leur dis allez-y en Europe, allez voir ce que vous pensez qui existe là-bas et que moi je sais qu'il n'existe pas. Allez-y, il faut que vous voyez de vos propres yeux pour voir si votre vie en Iran est une véritable souffrance. Et je vous assure que je leur dis, vous devez aller le vivre vous-même parce que vous avez une image de l'Europe qui n'existe pas. La femme a plus d'obligations, j'ai envie de dire, en Europe qu'ici, parce que la femme en Europe, elle doit être mère, elle doit être travailleuse, elle doit être toujours pomponnée, elle doit toujours se montrer sur son meilleur jour, sinon c'est une défaite. Une femme doit gérer les devoirs, les deux parents doivent gérer les devoirs des deux enfants avec une pression scolaire qui est de plus importante. Une femme doit pouvoir gérer son look parce que sinon elle ne respecte pas la charte des tenues de l'entreprise. Tout ça, ce sont des faits qui existent, qui sont matériellement prouvables. Alors qu'en Iran, elle a fait juste une obligation, celle de porter un voile. Pour certains, c'est gênant. Je peux le comprendre. Mais l'autre partie aussi est gênante. C'est-à-dire, il y a toujours des compromis dans une société qui a été islamisée et dont le peuple a accepté l'islam et a fait sa propre forme islamique. Ok? Donc, dire que le voile ou quelque chose comme ça n'est pas acceptable à la société, la plupart des Iraniens sont musulmans. Vous l'avez vu-même grâce à ces funérailles. Ils sont venus par millions. S'ils n'étaient pas musulmans, ils ne seraient pas venus par millions. Ils ne seraient pas venus voilés. Moi, j'ai vu des jeunes être voilés par respect pour le leader, alors que dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas voilés. Mais ils sont venus par respect. Donc, ils se sont habillés de manière respectueuse face à des funérailles qui étaient pour leur leader. Donc, en majorité, les Iraniens sont musulmans. Allez dire que l'islam n'est pas en Iran, les jeunes ne sont pas musulmans, c'est pas vrai. Beaucoup de jeunes sont musulmans. Alors justement, les gouvernements occidentaux, comme vous le rappelez, plusieurs ONG... Maintenant, il y a deux mondes en Iran. La place entre... Alors justement, les gouvernements occidentaux, comme vous le rappelez, plusieurs ONG... Pardon, ça s'est circuité. Oui, je vais... circuit. Et justement, les gouvernements occidentaux et plusieurs... Le gouvernement occidentaux et plusieurs... liberté publique en Iran. Comment organisez-vous ces critiques? Comment organisez-vous ces critiques? C'est des incidents importants dans le pays et ils s'attendent à ce que ces incidents se fassent dans un calme absolu. J'ai envie de dire, à l'époque des Gilets jaunes, le gouvernement français et sa police ont réussi à rester calmes face à des violences à l'intérieur des manifestations. Est-ce qu'ils ont été capables de répondre de manière complètement calme et sans aucune violence face à des manifestants qui avaient utilisé de l'acide, des armes blanches, etc. Ils jugent des faits sur des moments précis. Ils ne jugent pas les faits sur, sur la vie de tous les jours des Iraniens. C'est ça qui est injuste. Alors, aller provoquer des manifestations violentes, payer des gens pour provoquer des casses, pour provoquer ceci. Il a été prouvé que même à l'époque de la précédente manifestation
il y avait des gens non iraniens qui s'étaient infiltrés dans les manifestations, provoquant les casses et les violences en premier. Donc, j'ai envie de dire que le gouvernement a été capable ou pas capable de réagir de manière saine, quand ce sont des phases, des violences extrêmes qui sont face à eux. J'ai envie de dire, c'est facile donc de juger. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des erreurs. Je ne suis pas en train de me valoriser le gouvernement. J'ai envie de dire, c'est facile de juger face à des situations extrêmes. Parce que quand on est face à une situation extrême, c'est la sécurité du pays qui est mise en jeu. Et face à la sécurité du pays qui est mise en jeu, ben, il est très difficile de pouvoir répondre de manière calme. Moi, j'ai envie qu'on juge l'Iran au jour le jour, au niveau des universités, au niveau de la vie d'une femme réelle, du matin jusqu'au soir, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et j'ai envie de dire, je trouve, moi, en tant que femme, que je suis plus respectée en tant que femme que je ne l'ai été dans le monde occidental. Parce que dans le monde occidental, je devais être un homme, une femme, une étudiante, une travailleuse, alors qu'ici, je suis mère. J'ai le droit d'être mère, j'ai le droit de m'excuser et dire je dois m'absenter parce que j'ai mon enfant qui va pas bien aujourd'hui. J'ai le droit de dire je suis enceinte, est-ce que vous pouvez garder ma place parce que je dois m'absenter parce que je suis enceinte. Je me sens pas en danger parce que je suis une femme. Je me sens pas en danger parce que j'ai des choses à faire qui, en tant que femme, je me sens obligée de les faire. OK? Alors qu'en Europe, je sais que plus d'une personne se sent en danger face à ces situations-là. Se sent en danger de dire, ah, j'arrive à l'âge de pouvoir avoir des enfants, je dois prouver au sein de mon entreprise, prouver que la femme était capable de faire ci, ça dans le monde occidental, alors que en Iran, la femme n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle doit juste être capable de prouver qu'elle est capable de faire ce qu'on lui a demandé de faire. C'est tout. Donc, il est facile de juger une société face à un moment de crise. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, j'aimerais que ce que doivent faire les ONG, ce que doivent faire ces gouvernements, c'est de me dire, au jour le jour, la qualité de la vie de la femme en Iran, elle est comment? Au sein de son entreprise, au sein de son cité, au sein de la rue, au sein des exigences des instituts d'entreprise. Dites-moi, quelle est la position de la femme à ce moment-là? Comment est-elle respectée dans son entreprise? Comment est-elle respectée dans une université? Est-ce que c'est une femme qu'on voit ou c'est juste un cerveau, un esprit? C'est ça ce que je voudrais qu'on me réponde, moi, aujourd'hui. Je ne veux pas écouter ces ONG qui me parlent lors de ce qui s'est passé pendant les manifestations. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que des incidents ont été lieux parce que des deux côtés, c'était de la sauvagerie pure. Mais ce que je veux savoir, moi, c'est est-ce que j'ai rêvé ma qualité de vie depuis 12 ans? Est-ce que j'ai rêvé comment je vis en Iran? Est-ce que je vis dans un monde parallèle et que les Iraniens ne vivent pas comme moi alors que je vis comme une Iranienne, non pas comme une expatriée? C'est ça ce que je veux qu'on me réponde. Et je pense que c'est la seule manière de répondre à ce genre de questions. Parce que la dernière manifestation avant la guerre du 28 février, il y avait réellement éprouvé avec des imageries des gens venant de l'extérieur avec des armes à feu qui ont tué gratuitement sur la population et sur les services de sécurité. Ça, ce sont des faits réels. Alors, il est facile de juger comment le gouvernement iranien a pu répondre face à des manifestations de ce genre-là, qui ne sont pas des manifestations, parce que les manifestants n'ont pas été violents. Les manifestants ont demandé à ce qu'aucune violence ne soit faite pour que la police n'ait pas besoin de réagir. Les manifestants ont demandé juste à être écoutés. Même le président de la République iranienne a demandé à ce qu'on laisse tranquille les manifestants. Mais ce qui s'est passé pendant les 2 jours n'était pas l'œuvre des manifestants. Et ça, ce sont des faits réels. Juger après le gouvernement face à ce genre de problème sécuritaire, j'ai envie de dire, faites-le dans votre pays. Allez-y. Que des gens se ramènent avec des armes à feu dans le pays, tirent sur les supermarchés et on va voir comment l'État va réagir, avec quelles armes ils vont réagir, avec quelles forces de sécurité ils vont réagir. C'est la seule chose que je demande, moi. C'est que ces ONG travaillent jour le jour en Iran et répondent à cette question. Quelle est la qualité de vie des Iraniennes au jour le jour? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'une entreprise demande aux Iraniennes? Qu'est-ce qu'une université demande aux Iraniennes? Est-ce que la femme a le droit d'être enceinte? Est-ce que la femme a le droit d'avoir ses règles? Puisque en Europe, c'est la grande question. En Iran, depuis des années, la femme a le droit de faire un absentéisme parce qu'elle a des règles douloureuses. C'est même pas un besoin d'en parler en débat géopolitique. C'est un fait réel qu'on m'a appris alors que j'ai commencé à travailler en Iran.
On m'a dit non, il y a des contrats de travail qui stipulent que la femme a le droit de s'absenter pour des raisons de ses règles. Je dis, ah bon? Je dis, en France, on est juste en train d'en parler que maintenant. C'est nouveau chez nous. C'est intéressant qu'en Iran, on n'en parle même pas. C'est normal. On a le droit d'être une femme en Iran. On n'a pas le besoin de s'excuser d'être une femme. Voilà. C'est une vérité que moi je vis tous les jours. Alors qu'on me réponde à ça. Allez-y, j'ai besoin de l'entendre. En tous les cas, cet éclairage sur le sort des femmes est intéressant. En tous les cas, cet éclairage sur le sort des femmes est intéressant. Vous le disiez, il est encore difficile de prendre des règles, quand on est enceinte, il y a une pression terrible sur la femme. Merci de cet éclairage supplémentaire. Alors, on parle souvent en exil, notamment de la figure de Reza Pahlavi, présentée comme une figure alternative. Bénéficie-t-il d'un soutien populaire et son influence virtuelle portée depuis l'étranger, les médias et la diaspora? Alors, tout d'abord, par rapport à ce que j'ai connu, je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat qui permet d'améliorer cette situation. D'accord? Pour qui écouter et dire que le monde parfait existe en Iran. C'est une société de 92 millions de personnes, avec tous des savoirs différents et des cultures différentes. Nous avons des Kurdes, nous avons des Arabes, nous avons des Aryens. Il y a beaucoup de différences culturelles dans tout l'Iran. Donc, le débat sur comment améliorer la situation humaine de l'Iran doit toujours exister, mais elle ne doit pas être utilisée de manière géopolitique. Pour ce qui est de ce monsieur qui, j'estime, trahit le travail de son père et de son grand-père, donc on parle de Pahlavi, j'ai envie de dire, mais pourquoi il ne vient pas en Iran? Il n'a jamais mis les pieds en Iran. C'était un enfant quand il est sorti du pays. Il ne connaît rien à l'Iran. Le seul Iran qu'il connaît, ce sont ceux apportés par les Iraniens à l'extérieur de l'Iran. Des Iraniens qui ont des visas en majorité politiques, puisqu'ils ont réclamé un visa en disant qu'ils étaient, parce que c'était la grande mode, d'avoir des visas européens, et dire si nous rentrons dans notre pays, nous allons nous faire arrêter et certainement tuer. Chose qu'il faut. Je connais des gens qui ont demandé, qui ont fait preuve de cette argumentation pour avoir un visa en Angleterre, aux États-Unis, etc., qui n'ont jamais eu de problème dans leur pays. C'est juste qu'ils voulaient sortir du pays, faire comme beaucoup d'Iraniens ont fait, avoir le visa d'immigration. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus rentrer en Iran. Ah bah oui, ils sont bloqués parce que ce genre de visa politique, on n'a plus le droit de rentrer sur son territoire. Donc, pour eux, que le territoire iranien change, que le système politique, géopolitique iranien change, serait un bénéfice parce qu'ils pourraient enfin rentrer finalement, tout en gardant leur permis de rester sur le monde, sur le territoire occidental. Mais pour Pahlavi, c'est autre chose. On sait très bien, on connaît ses financements, on sait ses voyages. La bêtise veut qu'il n'a jamais cherché à cacher où il partait et ce qu'il faisait, avec qui il parlait d'ailleurs. Donc on sait très bien qui est derrière le Pahlavi. Et on sait très bien que son savoir sur l'Iran d'aujourd'hui n'a rien à voir avec en 1979. Même avant 1979, il y a des industries qui n'existent même pas en Iran à l'époque. Il y a le monde médical, les centres de cancer en Iran n'existaient pas à l'époque de son père. Donc l'Iran d'aujourd'hui, les besoins des Iraniens d'aujourd'hui, il ne les connaît pas. Il ne connaît que ce que les Iraniens de là-bas racontent. Et ces Iraniens réfléchissent à leurs propres bénéfices. Ils ne cherchent pas les bénéfices des Iraniens restés sur le territoire iranien. Ils cherchent à répondre à leurs bénéfices. Qu'est-ce qui pourrait les bénéficier? C'est de pouvoir rentrer au pays pour ceux qui ont des visas politiques, et pour ceux qui n'ont pas de visa de politique, parce que ça existe. Je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de diplômés iraniens avec des diplômes iraniens qui travaillent à l'extérieur de l'Iran, puisque les universités en Iran sont très cotées à l'extérieur de l'Iran. Et bien tout simplement qu'ils n'aient pas immigré pour rien. Vous croyez on connaît l'histoire des immigrés. Les immigrés, au bout d'un certain nombre d'années, regrettent d'immigrer, aimeraient retourner au pays. Et le monde occidental a un problème économique très important. Beaucoup d'Iraniens voudraient rentrer. Beaucoup.
mais ils ont soit trop peur parce qu'ils seraient jugés en disant pourquoi toi, tu n'as pas réussi en Europe ou aux États-Unis alors que d'autres ont réussi, le jugement de la société lorsqu'on retourne, ou tout simplement de ne pas être capable de retourner sans une bonne raison. Beaucoup d'Iraniens voudraient retourner, mais n'osent pas de reconstruire ce qu'ils ont construit. Beaucoup ont vendu tout ce qu'ils avaient en Iran, pensant trouver une meilleure vie. Donc, vous savez, ce sont des cataclysmes familiales. On a fait quitter des enfants de leurs parents, des parents ont vieilli tout seuls, sont morts tout seuls sans leurs enfants. Vous savez, parce que ils vivaient trop loin. Les États-Unis, le Canada sont des pays extrêmement loin, seulement deux semaines d'absence possible. Donc, beaucoup d'Iraniens se sont retrouvés à voir leurs parents vieillir sans eux. Vous savez, ce sont des tragédies. L'immigration non nécessaire est une tragédie. Et je pense que c'est la pire manière que les Européens puissent parler de l'immigration. Les Européens ne parlent d'immigration qu'en cherchant à dire que c'est à cause des immigrés. Mais beaucoup d'immigrés, c'est parce qu'on leur a fait une publicité du monde occidental que quand ils sont arrivés sur place, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas trouvé, mais ils n'osent pas le dire. C'est déjà fait, ils ont tout vendu. Il faut qu'ils fassent avec ce qu'ils ont en face d'eux. Il faut continuer. Il faut penser à demain. Mais l'immigration, en fait, réellement, surtout pour des diplômés, surtout pour un pays comme l'Iran qui a tout ce qu'il faut pour développer des entreprises, etc., eh bien, ce sont des tragédies. Et des tragédies qui existent réellement. Alors, si un Iranien ne veut pas le reconnaître, c'est pas de ma faute qu'ils veulent pas. C'est difficile de reconnaître. Est-ce que j'ai fait une erreur? Non, ils pensaient que c'était la fin du monde en Iran. On leur a fait croire du matin jusqu'au soir, du jeudi au dimanche, surtout à cause de la bourse, que c'était la fin du monde qui allait arriver. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un esprit qui aimerait un peu de liberté, qui aimerait un peu de calme, se dit, bon allez, j'immigre, j'en ai marre. J'en ai marre de cette fin du monde qui est décrite tous les jeudis, du jeudi au dimanche. Dans l'esprit des gens, même moi, c'était difficile. Je devais me déconnecter totalement à regarder des trucs stupides pour éviter de penser que peut-être ce dimanche, on allait prendre la décision d'attaquer l'Iran. Mais vous savez, ce qui est quand même beau dans cette histoire, c'est qu'à force d'avoir mis l'ombre de la guerre face aux Iraniens, le jour où la guerre est arrivée en Iran, les Iraniens ont dit c'est tout? Ah bon? On pensait que c'était pire. L'ombre de la guerre a fait plus de mal que la guerre elle-même dans l'esprit des Iraniens. C'était la peur de la guerre qui faisait tétaniser les Iraniens, qui lui faisait partir du pays. Mais la guerre elle-même dit mais en fait, les rues continuent d'exister, les supermarchés continuent d'être ouverts. Donc, en fait, c'était ça. Et c'est ça dont on a peur depuis 40 ans, de la guerre. Et c'est finalement l'ombre de la guerre qui a fait plus de mal aux Iraniens que la guerre. C'est ça qui explique la situation de l'Iran aujourd'hui et le retour des Iraniens aujourd'hui. C'est la grande question, le grand point d'interrogation de l'actualité. Mais si ces Iraniens ont immigré, pourquoi ils reviennent? Pour être avec leur famille, parce qu'ils n'aiment pas leur immigration, et surtout parce que l'ombre de la guerre a fait moins de dégâts que la guerre elle-même. Alors, l'Iran observe actuellement des funérailles. Réunissant des nationales, son successeur, le tabac communal, est contraint de rester dans l'ombre absolue des réseaux. Comment la société civile vit-elle ce moment de bascule de force et d'unité face aux menaces extérieures ou à un manque de Alors, quand j'ai parlé de la guerre des 12 jours et des 28 jours, j'ai parlé d'un voile qui s'est enlevé des yeux des Iraniens. Ce n'est pas une image métaphorique, c'est vraiment le cas. Le martyr du leader de la révolution islamique, le deuxième leader de la révolution islamique, beaucoup de mensonges ont circulé sur son compte, disant que c'était un dictateur et que c'est lui qui dirigeait tout le pays. Les gens ont oublié qu'il y avait plusieurs pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir gouvernemental, le pouvoir parlementaire, et que ce sont tous ces organismes qui aussi dirigeaient le pays. Ils ont oublié, les Iraniens, à cause des mensonges des réseaux sociaux et des 3 chaînes persanophones qui ont très bien fonctionné, ils ont été très efficaces pour faire passer ces mensonges. Ils ont oublié que le pays était dirigé comme n'importe quelle république et non pas comme une dictature. Et quand le leader est tombé et qu'on a vu l'armée pouvoir répondre correctement
à la réponse ou au terrorisme américano-sioniste, les Iraniens se sont dit, en fait, il a dirigé le pays en donnant une voie, la voie de l'autosuffisance, la voie de l'autodétermination, la voie de pouvoir se protéger de ce genre de choses. Et bien que les plus grands financements militaires se sont faits en Iran et que certains ont reproché en disant pourquoi on n'investirait pas plus dans l'économie et dans certaines autres structures plutôt que dans l'armée, les gens ont eu la réponse. Si le leader n'avait pas demandé à que cet argent, cette économie passe d'abord par l'armée régulière et l'armée irrégulière, l'Iran se serait effondré durant ces 2 attaques. Et le martyre du leader a fait qu'il y a eu une sorte de pardon de ceux qui leur reprochaient. C'est-à-dire, vous savez, les manifestations ont été violentes et il faut forcément désigner un coupable. Et le coupable le plus proche est le meilleur coupable aux yeux des gens. La manière dont les manifestations sont passées, c'était assez virtuel pour les Iraniens, mais s'en prendre à leur leader, c'était beaucoup plus logique à leurs yeux. Mais quand son martyr est arrivé, les Iraniens ont eu un grand pardon et surtout une sorte d'éveil en disant mais s'il n'avait pas fait tout ce qu'il avait fait, on n'aurait plus d'Iran. Ce serait plus la Perse, ça serait la Yougoslavie avec toutes les parties de la Yougoslavie qui se sont séparées. Et là, il y a eu un réveil total de la population en disant mais sans lui, on serait perdu, sans lui, on aurait coulé, sans lui, nous pourrions même pas vivre comme nous le faisons aujourd'hui. Il y a eu vraiment ce voile qui s'est dégagé des yeux. Donc c'est pour ça que quand on vous montre, la télé iranienne a fait en sorte que ce soit des jeunes qui soient filmés à la caméra, parce qu'ils avaient ce but de dire, bon, regardez, il n'y a pas que des vieilles générations du leader, les jeunes sont là aussi dans la rue et sont là pour les funérailles. Il faisait très chaud, hein. Nous sommes en été en Iran, donc il faut vraiment de la motivation pour faire ce genre de funérailles. Et je vous assure qu'il y avait des jeunes, j'étais sur place le samedi, j'étais sur place le dimanche et j'ai été sur place également le lundi lorsque la procession s'est faite sur la place Azadi. Et je peux vous assurer que des jeunes, il y en avait de tous les âges. Je parle de 20 ans, des 20 de la révolution islamique, après même le premier leader. Et ce que j'ai vu là, moi, ce que j'ai perçu, c'est une acceptation de dire, bon, des erreurs ont été faites parce qu'on est 90 millions de personnes. Des erreurs ont été faites parce qu'on a voulu mettre à mal l'Iran. Et l'erreur en elle-même ne peut pas être jugée sur un seul individu qui s'est donné en martyr. C'est-à-dire, il savait depuis 2 semaines qu'il serait visé. Il le savait. Enfin, on ne peut pas dire qu'il ne le savait pas. Tout le monde le savait, le monde entier le savait. Ce n'était pas un secret. Il n'est pas mort dans un tunnel ou dans un endroit caché ou sans que personne vienne le voir. Il est mort en plein milieu du centre-ville avec sa famille. Il ne cherchait pas à sortir. Vous savez, il aurait fallu qu'un seul membre du gouvernement ait été acheté par les Américains pour que tout le système s'effondre. Aucun membre du gouvernement iranien n'a trahi le pays. Des ponts en or ont été proposés à chacun d'entre eux. Des ponts en or, des rumeurs avant la guerre disant que les diplomates s'en vont, ils fuient le pays, des membres du gouvernement sont en train de réclamer des visas pour faire partir leur famille à l'extérieur du pays. Tout le monde l'a dit, tout le monde. Je ne sais pas quels journaux, quelles personnes n'ont pas commencé à dire oui, des gens importants, des familles importantes quittent le pays. Mais les gens importants sont morts avec leur famille, dans leur maison, avec leur famille à l'intérieur. Ils sont morts avec leurs petits-enfants, avec leurs enfants, avec leurs femmes. Où sont ces familles qui sont parties du territoire iranien? Ils sont où ces familles? C'est ça qui a été dévoilé après la guerre des 12 jours et surtout la guerre du Ramadan. Si c'était vrai, ils sont où? Où sont-ils? Pourquoi ils sont morts avec leur famille à l'intérieur de leur appartement et de leur maison? C'est ça la vérité. C'est la seule vérité que finalement les Iraniens finalement se rendent compte en disant mais en fait l'islamique a fait naître tous ses enfants en Angleterre. Et finalement on entend parler de la sage-femme qui en fait dit non, c'est l'hôpital de Téhéran,
telle adresse, tous ces enfants sont nés à tel hôpital. Et ils ont retrouvé la sage-femme qui a écrit de son épouse, de ce feu son épouse, ici dans la capitale. Il y a tellement eu de mensonges que quand les gens se sont réveillés après les 2 guerres, ils ont dit mais tout était faux. Ils étaient là. Khamenei est mort, pauvre. Il n'avait rien en sa possession. Il n'a pas enrichi sa famille. Ses 3 enfants, ses 3 fils sont des érudits qui enseignent. Voilà. Ils n'ont pas de place gouvernementale, ils ne travaillent pas au sein du gouvernement, ils n'ont pas été élus par des gens, un groupuscule. Non, non, ce sont des érudits qui enseignent. Voilà. Alors, où cette famille de mafia qui dirige le pays pour s'enrichir personnellement? Les Iraniens s'en sont rendus compte. Et tout ça, ce n'est pas vrai. Alors, il y a eu une sorte de pardon pour les choses qui lui ont été reprochées, en disant c'était notre leader, c'était notre chef, il a dirigé le pays. Peut-être qu'il y a eu des erreurs de fait, mais le pays est toujours là. Il a dirigé 90 millions de personnes. Il les a gardés en sécurité. L'Iran possède énormément de frontières et passe tous en paix. L'Iran s'est confronté à Daesh. L'Iran a sauvé les Syriens leaders à cause de Daesh. Je vous rappelle qu'il y a eu la guerre Iran-Irak. Donc les Irakiens et les Iraniens se sont entretués. Mais les Irakiens ont vu qu'ils allaient mourir avec Daesh. Ils mouraient par milliers chaque année. Et ce sont les Iraniens, la milice iranienne qui est venue sauver. Il n'y a pas, excusez-moi, mais Dieu est important, je crois en Dieu, beaucoup de gens croient en Dieu. Mais nous se motiver à aller se coltiner 40 degrés au soleil pour aller dire bonjour ou au revoir à un homme, à un leader, il faut être motivé. Ça, c'est la psychologie qui en parle. C'est pas Dieu n'a pas nommé Khamenei, ce n'est pas un homme que Dieu a dit grâce à une prophétie, il va arriver. Ce sont des hommes qui ont choisi un homme. Et tous les hommes qui sont venus et les femmes qui sont venues aux funérailles sont venus remercier le travail de cet homme. Donc il n'y a pas de Dieu dans cette histoire. C'est un remerciement du martyr et d'une chose que les Iraniens ont compris le prix. Il y a eu peut-être des erreurs, il y a eu des choses que beaucoup de gens ont pu lui reprocher, mais beaucoup étaient basés sur des mensonges et le reste, c'est parce qu'il fallait protéger 92 millions de personnes. C'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Surtout avec des sanctions économiques, avec des embargos, avec tout ce qu'on peut, on le sait de l'Iran. Absolument. Le cessez-le-feu, le protocole ces toutes dernières heures, nuit de frappant le militaire mardi soir, puis 90 autres militaires suivantes visant l'Iran riposte déjà dans le Golfe et refuse de rouvrir gratuitement le détroit d'Ormuz. Style le territoire trop loin au risque d'une guerre totale ou cette posture de force seul moyen de face à Washington. Alors, ce que je dis, je le pense personnellement, c'est-à-dire que je ne me base sur aucune parole officielle ni quoi que ce soit. L'Iran a signé ce mémorandum parce que l'Iran a toujours voulu montrer qu'il voulait la paix. L'Iran a toujours fait accepter les négociations, même s'il savait qu'à la fin, les négociations allaient être détruites. Je parle de la guerre des 12 jours et la guerre du Ramadan, ça s'est fait tous les deux en pleine négociation. Pour moi, le mémorandum est du même état. Selon moi, c'est la même chose. Le mémorandum a été accepté parce que 14 points des Iraniens ont été acceptés. Mais je ne pense pas que dans les membres des négociateurs, aucun pense que les Américains vont respecter ce mémorandum, ni mettre en place ce mémorandum. Il y a vraiment un manque de foi réel par rapport aux Américains. On sait, grâce aux satellites, les avions de combat n'ont jamais quitté le territoire, les missiles ont été rajoutés et ont été remis en place après la signature des mémorandums. Ça fait 2 semaines qu'on en parle. Donc,
On sait aussi qu'il y a eu des pressions sur Hormuz de manière permanente, alors que techniquement, ça avait été accepté que c'était l'Iran avec Oman qui devait administrer le détroit d'Ormuz. Et finalement, il y a des problèmes qui ont existé. Des preuves physiques ont été révélées parce que ce navire était trop. Et le détroit, là où il est passé, n'était pas assez profond. Il s'est retrouvé bloqué en plein détroit, alors que les Iraniens lui avaient demandé de passer ailleurs. Il n'a pas suivi. Donc on sait que les navires là-bas n'écoutent pas. Et ça, sous dictat américain, puisque c'est Trump lui-même à la télévision qui a dit, s'il vous plaît, les bateaux du détroit, ne suivez pas ce qu'on vous dit. Donc on leur invite à faire preuve de désobéissance, alors qu'il y a des lois de navigation, que dans le monde entier, les lois doivent être respectées. Mais c'est vrai que c'est l'Iran, c'est made in Iran, donc il ne faut pas respecter l'Iran. Donc, forcément, il y a des soucis. Des attaques ont été faites, l'Iran a réagi. Est-ce que ça va se répliquer? Étant donné que personne ne croit ce que les Américains veulent faire, oui, il est possible que ça reprenne. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qui aura l'endurance. Le monde occidental est en train de souffrir en mois de septembre en Europe. Je sais, je viens de l'Europe, je sais que les salaires n'ont pratiquement pas augmenté depuis 10 ans et pour ça l'inflation, elle fait des bonds impossibles. On passait de 50 centimes le kilo de pâtes et maintenant il est à combien le kilo de pâtes? Je veux dire, un Européen actuellement ne peut pas s'acheter des légumes frais. Un Européen moyen, de classe moyenne, je fais à des filles qu'il peut s'acheter autant de légumes frais qu'il veut. Je ne parle même pas de la viande. C'est les réalités. Si on a des enfants ou même on est tout seul, on a du mal. Alors qu'avant, ce n'était même pas une question. Avant la guerre avec l'Iran, le corona avant, tout ça fait que les Européens ne peuvent plus tenir. Mais ils ne vont pas tenir encore combien de temps? C'est ça la question, parce que les Européens, eux, ne travaillent pas pour leur souveraineté, comme en Iran, où il y a une motivation de garder le pays, puisque tout le monde est pour sa propre pomme. Donc les Français qui ont de l'argent sont, ils partent en Thaïlande, c'est pour ça qu'ils font des lois au Parlement pour taxer les expatriés français, parce qu'ils se disent, en fait, ils sont tous en train de partir. Il n'y a plus de motivation de rester sur le territoire. Qu'est-ce qui se passe? Les Français en ont marre de payer pour les autres. Les immigrés arrivent et prennent le travail de tout le monde pour une main-d'œuvre moins chère, parce que ça coûte cher aux entreprises de payer normalement un Français, ce qui est logique. Les taxes coûtent de plus en plus cher, donc ça va qui? C'est le travailleur qui doit en faire le frais. Le travailleur doit venir avec une moins bonne qualité, avec un moins bon salaire. Un Français ne serait pas capable de l'accepter. Donc le Français moyen, qu'est-ce qui se passe? Il doit serrer les dents. Il est en colère après une immigration qui n'est pas due aux Français, qui n'est pas due aux immigrés non plus. Il pense que c'est la faute des immigrés. C'est pas vrai. On venait chercher les immigrés en Afrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode en Tunisie où des bateaux ont été mis en service pour amener directement les immigrés sur le continent européen. Personne ne sait qui a payé les bateaux. C'était il y a 2 ans, il y a 2-3 ans. C'est même pas dû aux immigrés eux-mêmes, cette histoire-là. Certains immigrés ont dit on va la pris le bateau parce qu'on nous l'a proposé. La bouche de Tunisiens immigrés, hein. Je ne l'invente nulle part, c'était à la télé française il y a 2 ou 3 ans quand ils ont raconté comment ils sont arrivés sur le territoire européen. Donc ce ne sont pas des mensonges. Les immigrés eux-mêmes sont dans une situation qu'ils ne comprennent pas, les Européens sont dans une situation qu'ils ne comprennent pas, et ça fait ce qui se passe actuellement en Europe. Mais là, en septembre, avec les prix qui vont augmenter, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, les Iraniens ne veulent pas la guerre. Les Iraniens aussi sont avec des difficultés financières et ils sont tous en train d'attendre la reprise. Donc, la volonté de guerre ne vient pas de l'Iran. Ça, c'est clair et net. Personne ne veut la guerre ici. Personne. Parce que l'Iran aurait pu réagir de manière beaucoup plus sauvage que ce qui s'est passé. Donc, on ne parle pas de volonté de vengeance. Il y a la vengeance pour Trump, il y a la vengeance pour les soldats qui ont tué le leader de la Révolution islamique, l'école Minab, etc. Mais de là à de dire on veut la mort des Américains, ça ne s'est jamais dit. C'est l'État américain et son système libéraliste, capitaliste, sioniste qui est critiqué ici en Iran. Ça n'a jamais été le peuple américain, ni le peuple occidental. Tout le monde considère qu'en fait, ils sont autant pris en otage que les Iraniens eux-mêmes. Tout le monde le pense ici. Parce que rien n'est caché. Hein. Même lorsqu'il y a eu l'Internet qui a été coupé, on indiquait la vie des Américains en Iran. On savait que les Américains étaient en train de souffrir des décisions de Trump. Donc ici, il n'y a aucune volonté
de morts, aucune volonté de continuer la guerre. Mais on sait très bien que de l'autre côté, ce n'est pas le cas. On ne sait pas quel est le projet. Personne ne peut répondre. C'est quoi le projet réellement, puisqu'on sait qu'on ne peut pas attaquer l'Iran, on ne peut pas envahir l'Iran. Pourquoi continuer? Personne ne sait. Légalement, tout est illégal. L'attaque du Liban, c'est illégal. L'attaque de la Palestine, c'est illégal. Tout est illégal. Pourtant, ça continue. Je pose la question aux gens, pourquoi? Personne ne sait pourquoi. Mais ce n'est pas l'Iran. Je vous dis, ici, les Iraniens veulent la paix depuis le début. C'est la seule chose qu'ils veulent. Mais on leur a créé que des problèmes. La guerre avec Saddam Hussein, les Daeshistes qui sont venus plusieurs fois attaquer le territoire, l'entité sioniste qui fait des attaques terroristes au sein même du territoire iranien de manière permanente. Tout ça, ce n'est pas l'Iran qui a commencé. L'Iran n'a fait que répliquer et toujours mettre en adéquation son armée, puisque c'était ce que voulait l'autre côté. L'Iran n'aurait jamais développé son armée s'il n'y a pas eu toutes ces attaques. C'est par nécessité que l'Iran a développé son armée. C'est à cause des plans américano-sionistes que l'armée iranienne en est là aujourd'hui. Ce sont toutes les erreurs américano-sionistes que l'Iran ait une armée. Ne lui demandez pas d'avoir la nécessité d'avoir une armée. Vous ne vouliez pas que l'Iran ait une missile, vous ne voulez pas lui demander d'avoir la nécessité de sentir avoir la nécessité d'avoir besoin des missiles. L'Iran n'aurait jamais développé. Il y aurait eu d'autres choses à faire. Combien de pays ont développé des missiles? Très peu, finalement. C'est par nécessité que l'Iran a développé son système de missiles, ce système de radar, parce que personne ne voulait lui vendre. Donc, ils se sont mis à être indépendants, donc ils se sont mis à produire eux-mêmes. Alors, merci, j'ai envie de dire, au système américano-sioniste qui a rendu l'Iran aussi fort. Peut-être que sans ces menaces, l'Iran ne serait pas fort aujourd'hui. C'est moi qui le dis. Parce que les Iraniens n'ont jamais eu l'habitude de travailler. Ça ne fait pas partie de leur culture historique de travailler dur. Ils ont été réveillés de manière assez sale. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. À l'ère de l'intelligence artificielle, des deepfakes et de aujourd'hui, les plus grands défis pour les journalistes qui nuances sur un aussi inflammable. Et il n'y a rien de plus important à l'heure actuelle, et les journalistes palestiniens nous l'ont prouvé, que d'être sur place. Pour pouvoir aller contre l'IA qui est difficile à comprendre, maintenant, la seule manière de pouvoir dire que quelque chose est arrivé, c'est de dire « j'étais sur place ». C'est la seule manière maintenant, parce que les narratives, les histoires qu'on raconte sont tellement mensongères qu'on se dit non, ils ne pourraient pas mentir autant, c'est pas possible. Quand même, c'est des humains, on est entre humains, on ne pourrait pas nous mentir autant les uns contre les autres. Mais si, c'est possible. On arrive à faire mentir et on veut manipuler les jeunes, on leur fait sacrifier leur vie. Et je suis très fâchée, très en colère pour tous les jeunes qui ont souffert ici en Iran en pensant qu'ils étaient en train de se battre pour des choses réelles, alors qu'en fait, ce n'était pas réel. Et ils sont morts ou ils ont été violentés en pensant qu'ils étaient sur la bonne voie. Je vous assure que c'est très dur quand on le voit parce que ce sont des vies humaines, hein, mais ils n'en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. Donc, la seule manière de pouvoir se confronter à la vérité, dire est-ce que c'est vrai, c'est de se rendre sur place maintenant. Parler aux gens. La valeur humaine n'a jamais eu plus de valeur qu'aujourd'hui, finalement. Parce que c'est en parlant aux gens, en leur demandant mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, pour qu'on se dise ah bon, alors c'est pas ça qui s'est passé. Non, ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Parce que maintenant on peut couper des vidéos, on peut remodeler la vidéo, on peut transformer des parties, les mettre au début ou les mettre à la fin, etc. Ce qui nous empêche de savoir la vérité. Donc la seule manière, c'est de se rendre sur place, de poser des gens des choses, des questions, d'être là. Le monde virtuel a montré ses limites. Alors, pour finir, prenons un peu de hauteur. L'Iran est une civilisation millénaire. Alors, pour finir, prenons un peu de hauteur. L'Iran est une civilisation millénaire. À travers les siècles. Au-delà des alliances, des tensions, au-delà des alliances, des tensions, vous, le destin de ce pays, inventer sa propre modernité, une voie totalement unique, totalement unique, son histoire. C'est ça qui pose problème à la narrative occidentale. Pour la narrative occidentale,
l'histoire de l'Iran d'aujourd'hui, la République islamique d'Iran, a commencé il y a 79 ans. Sauf que ce n'est pas vrai. Le chiisme musulman n'a pas existé après 1979. Il a commencé au moment de l'imam Hossein. Donc l'imam Hossein, c'était il y a plusieurs centaines d'années. Si vous connaissez le calendrier, c'était un moment déjà maintenant. Ashura, Tassoura. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait l'islam s'est propagé à travers l'Iran par le biais du message du prophète et par le biais de sa famille. Il y a notamment un imam qui s'appelle l'imam Reda, dont le mausolée est à Mashhad, où le leader de la révolution islamique, Ayatollah Saïd Khamenei, tombé en martyr, a été enterré. Donc l'islam s'est toujours propagé en Iran et parmi ses érudits, parce que nous avons des érudits iraniens, islamiques, qui sont très, 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 très connus à travers le monde. L'art islamique a été réalisé en Iran. La moitié des mosquées, surtout le chemin de la soie, sont d'artisans. Les miniatures, etc., ont été diffusées par beaucoup d'artistes iraniens. Donc, à lire que la volonté de l'Iran d'aujourd'hui date d'il y a 1979 par le biais d'un leader qui s'appelle Khomeini, j'ai envie de dire, vous ne connaissez pas l'histoire. Non seulement vous ne connaissez pas l'histoire, mais vous pensez vraiment que des humains, des êtres humains, vont croire un simple vieil homme juste par volonté de changement. Non, l'islam était ancré au sein même des Iraniens, c'était quelque chose de sacré chez les Iraniens, et les Iraniens ont toujours eu cette envie d'être proches de leur religion. Ils en ont même fait leur propre comportement, c'est-à-dire dans le comportement iranien, un Iranien qui te dit non musulman, vous passez du temps avec lui, et vous verrez des comportements qu'on recommande en islam, parce que c'est devenu culturel. C'est dans leur culture, ça n'a plus rien à voir avec l'islam même, c'est dans leur action de tous les jours. On n'a pas besoin de dire c'est au nom de Dieu, comme le disent certains autres musulmans. Non, ils nous disent non, je le fais parce que je pense que c'est le bon chemin, la bonne chose, c'est moralement ce qu'il faut faire. Ils vont pas vous dire sur le nom de l'islam. Donc, même un Iranien se disant laïque, qui en existe beaucoup en Occident, ont des comportements venant d'il y a très longtemps qui s'est accaparé dans leur culture, qui s'est ajouté à leur culture. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'historiquement parlant, l'Iran a cette longévité. Il n'y a pas eu de coupure avec l'Iran avant la Révolution et après la Révolution. C'est pas vrai. Ça, ce sont ce qu'on veut faire croire, parce qu'on veut mettre en valeur la famille par la vie, etc., etc. Mais c'est pas vrai, en fait. Il y avait même des membres du gouvernement de Pahlavi, du père Pahlavi, qui ont travaillé avec Khomeini. C'est une continuité ce qui s'est passé. C'est un besoin sociétal qui s'est fait en 1979, un besoin communautaire qui s'est fait en 1979. Le roi ne pouvait pas répondre aux exigences des Iraniens. Et c'était quoi les exigences? C'est ça la question. C'était il y a plus de 200 ans. Le monde occidental est venu en Iran, en Perse. Et ils ont toujours imposé leur politique au sein du gouvernement perse. Et un jour, les Iraniens en ont eu marre. Il y a eu 2 changements de royauté, par la vie et après par la vie. Les 2 rois ont essayé d'arrêter l'influence occidentale en Iran, en Perse. Ils n'ont pas réussi. Alors les Américains les ont changés. Ça a été changé d'abord par Pahlavi et après ça a été changé par Khomeini. Eux, ils pensaient que Khomeini travaillait pour eux. Le problème, c'est que Khomeini ne travaillait pas pour eux. Il travaillait pour lui, il travaillait pour l'Iran, il travaillait pour le peuple perse. Donc, les gens ont pensé que tous les problèmes sont arrivés en 1979 avec Khomeini, alors que ça faisait 200 ans que les Iraniens souffraient de l'influence négative de l'Occident sur leur territoire, avec leur envie de s'accaparer à l'époque seulement le pétrole. Il y a eu des accords qui n'ont pas été respectés par les Anglais au 19e siècle, qui ont été plusieurs fois décrits par les Iraniens, et à cause de ça, il y a eu des changements de pouvoir. Et donc, à la fin, Pahlavi aussi, le dernier Pahlavi roi, parce que je ne reconnais pas son fils comme étant un roi, puisqu'il n'a jamais été dirigé aucun pays, eh bien, le père Pahlavi, le dernier shah de l'Iran, d'accord, a aussi exigé l'obligation des Occidentaux de respecter le traité sur le pétrole. Le monde occidental était censé lui donner des navires, lui former ses forces navales, parce que c'était l'un des désirs de Pahlavi dernier. Et
il ne l'a jamais eu. Il a commencé à exiger en disant mais pourquoi nous on doit suivre les exigences, les prix du monde occidental? Et c'est à ce moment-là qu'il a été enlevé. Ne pensez pas que tout a commencé en 1979. Tout a commencé il y a plus de 200 ans. C'est juste que les gens oublient qu'il y a eu des traités qui n'ont pas été respectés et qu'il est bien de mettre tout sur le dos d'une Iran qui s'appelle la République islamique d'Iran. Depuis l'époque de Pie II, si on connaît bien l'histoire européenne, on est toujours contre l'islam. Donc le titre République islamique d'Iran, vous avez vu, il y a le mot islam, donc c'est forcément un ennemi. Non, c'est les Occidentaux qui n'ont jamais respecté leur contrat. Si l'Arabie saoudite continue à vivre avec le monde occidental alors que leur traité aussi n'a jamais été respecté, c'est le travail de l'Arabie saoudite. Mais l'Iran a eu le droit d'exiger que ce traité ne soit plus mis en application puisqu'il n'était pas respecté. Et c'est ce qui s'est passé, d'où la République, d'où la Révolution. Et d'où le fait que l'Iran ne fait que continuer son histoire. Non, l'Iran n'est pas l'Iran à partir de 1979, c'est juste un autre nom qui représente un peu ce que les Iraniens de l'époque souhaitaient, c'est-à-dire une islam. Ils étaient tous musulmans. Ils n'ont pas imposé l'islam. Pratiquement tous les Iraniens sont musulmans. Donc, il y avait une minorité qui ont été représentées au Parlement. Les chrétiens, les juifs et d'autres partis religieux sont respectés au sein du Parlement iranien. Donc, faut arrêter. Ce sont des choses qui existent et ce sont des choses qui ont toujours été. On parle de 92 millions, à l'époque 80 millions de personnes. Alors, si vous allez trouver un individu qui dit « Mais non, mon peuple à moi n'a pas été respecté », je dis « Oui, d'accord. Ton peuple à toi, c'est qui, c'est comment, c'est ceci. Est-ce que c'est injuste? Oui, mais on parle d'une population 3 fois la France. Hein. L'Iran, c'est 3 fois la France. Je ne connais pas aucune révolution qui s'est faite de manière propre. Montrez-moi une seule révolution dans le monde qui s'est faite de manière propre. La France a mis 200 ans pour mettre en place un système parlementaire et une constitution. L'Iran, en 40 ans, voilà où on en est arrivé. Donc, si c'était aussi le pays le plus injuste au monde qu'on décrit dans la télé occidentale, j'ai envie de dire d'accord, mais pour un pays aussi injuste, je trouve qu'ils font du travail chouette. Centre médical de cancer dans tout le Moyen-Orient, des hôpitaux touristiques dans tout le Moyen-Orient, c'est eux qui les ont. Les gens de Bahreïn, du Yémen, etc. viennent en Iran pour se faire soigner. C'est juste pour le monde occidental de dire que l'Iran soigne ses amis et ses voisins de la région. Ben non, parce que l'Iran terrorise, pourquoi ils soigneraient les gens de la région? Ça ne va pas avec le contexte historique, ni avec la narrative occidentale. Pourtant, c'est bien le cas. C'est bien le cas. L'Iran a une volonté de se faire un pays touristique pour les soins hospitaliers. On ne fait pas ça quand on veut être un pays de terreur. On ne fait pas ça quand on veut attaquer ses voisins. C'est même tout le contraire. On essaie d'être amis avec ses voisins. Donc, montrez-moi des preuves que l'Iran fait ce que le monde occidental dit et je pourrais changer mon opinion, comme les Iraniens pourraient changer leur opinion. Puis pour l'instant, aucune preuve à part la parlotte, c'est la seule chose qui est prouvée. Moi, je veux des faits réels, des faits précis. Tant que moi, on ne me prouve pas que les 40 000 morts existent. Qu'il y a eu des morts, c'est un fait. Mais que les 40 000 morts de corps, en sachant que tous les Iraniens possèdent des smartphones et qu'il y a des satellites en permanence en haut de la tête de l'Iran, j'ai envie de dire, prouvez-moi, parce que si au Soudan, on a réussi à prouver 2 000 à 3 000 morts dans les villages soudanais, on peut facilement prouver les 40 000 morts en Iran. C'est pas invisible, les corps on peut pas même Hitler n'a pas réussi à faire disparaître les corps des Juifs. Alors dites-moi, où sont les corps? Moi, c'est la seule chose. Je veux, et j'invite les gens à se baser sur des faits. Et si les faits sont pas assez exacts, à se rendre sur place. Venez en Iran et dites-moi si j'exagère sur la place de la femme. Je vous invite réellement à dire, est-ce que j'ai imaginé que je me sens libre en Iran en tant que femme? Est-ce que c'est moi et mes désirs personnels qui font que je suis aveuglée? Voilà. En tous les cas, on comprend bien que pour saisir la réalité de l'Iran, dans un contexte international, d'écouter qui connaissent le tissu organique de ces pays pour des Merci Yalda pour vos analyses sur ce plateau et ce décryptage. Merci à vous de nous avoir suivis sur Observe. N'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires. Merci Yalda. Merci beaucoup. Au revoir.